Toutes et à tous, merci d'assister à cette nouvelle séance des lundis numériques. Nous recevons aujourd'hui pour nous parler de publications et données en archéologie Nicolas Coquet, archéologue de formation, actuellement chargé de ressources documentaires au sein du pôle éditorial de la MSH Monde à Nanterre, pour la revue Gallia et ses corollaires, l'ADLFI et les suppléments. À ce titre, il a notamment œuvré pour l'intégration d'un modèle spécifique pour l'archéologie dans la chaîne éditoriale en XML-TEI avec Metop et Open Edition, dont on a pu parler lors de la séance précédente des lundis numériques avec Nicolas Larousse, qui était dédié à Commons. Alors, il vient nous parler aujourd'hui, nous présenter son projet pour lier les données dans le cadre de la revue Gallia et ses corollaires dans l'environnement numérique de la science ouverte française. Donc, je te laisse prendre là. Merci Bull, merci Juliette pour l'invitation et bonjour à toutes et tous. Donc, pour commencer, quand même, vous présenter la revue Gallia, donc Gallia Archéologie des Gaules, qui est une revue qui a été créée par le CNRS en 1942, la première publication date de 1943, et qui publie chaque année 2 volumes, un dossier thématique et un volume de paria, et de façon aléatoire dans la chronologie de publication, des suppléments, des monographies et quelques séries comme l'exemple ici, les inscriptions latines de Narbonnaise ou les mosaïques de la Gaule, ce type de publication. Ces publications sont publiées au format papier chez CNRS Éditions et sont disponibles en ligne sur Percé et Open Edition Journal, sur Percé pour les années 1943 à 2009 et à partir de 2010 sur Open Edition Journal. La publication en ligne des varia se fait au fil de l'eau en ligne et l'ensemble des articles sont compilés en fin d'année en volume papier. Et pour les dossiers thématiques, la publication se fait de façon concomitante, en une seule fois en ligne et dans la version papier. Les suppléments sont en ligne sur un compte Open Edition Books de CNRS Éditions pour les plus récents et un projet de mise en ligne sur Percé est en cours pour tout l'historique depuis le premier en 1946. Les publications sont publiées sous licence CC BY. Et voilà, j'ai fait à peu près le tour. Et l'équipe est composée de 2 personnes. Raphaël Lamy, qui est l'éditrice de Gaïa, et puis moi, qui suis chargé de ressources documentaires. La revue est dirigée par Sandrine Agustin-Boularo, qui est professeure d'archéologie à l'Université de Montpellier 3 depuis le 1er janvier. Et les 8 dernières années, c'était Martial Montel, qui est professeur à Nantes. Il y a un comité de rédaction et un comité scientifique international. En introduction, je voulais revenir sur, quand on parle de publication et de données, finalement, des origines de la revue, parce que l'avant-propos, dans les toutes premières pages du premier volume de Gallia, il y a quelques extraits assez intéressants sur plusieurs points, et notamment la place de la publication en archéologie, où Albert Grenier, fondateur de la revue, qui était professeur au Collège de France à cette époque, pointe l'aspect particulier de la publication en archéologie, son aspect fondamental finalement, où une fouille sans publication, sans redistribution publique, est finalement juste un site détruit, et que publier les résultats de fouille est une obligation. Il parle aussi de quelque chose qu'il appelle le document brut, qui est assez intéressant et qui fait écho justement à ce dont on parle aujourd'hui autour des données de la recherche, données liées aux publications. Il dit notre idéal serait de donner sur les fouilles et les découvertes les premiers rapports du fouilleur d'après son journal de fouille, avec ses photographies, les croquis pris sur le terrain, bref, le document brut, avant son élaboration, le fait tel qu'il sort de terre. Donc, ça semble un peu, c'est assez drôle dans la façon dont c'est formulé à cette époque-là, mais ça fait quand même écho, je trouve, à ce qu'on appelle les données aujourd'hui. Et un autre élément où il parle de la réutilisation, donc, où on semble pointer ici une sorte de préhistoire un peu des principes FAIR, notamment sur cette question de la réutilisation, de porter à la connaissance de tous des premiers éléments qui seront des matériaux pour de futurs articles. Et donc finalement, aujourd'hui, ce qu'on fait en 2023 tourne encore autour de ce qui avait été déjà
couché sur papier dès les premières pages de Gallia en 1943. Donc, la présentation d'aujourd'hui sera en trois grands ensembles. D'abord, vous parlez de ce qui n'est plus une donnée pour Gallia aujourd'hui, qui est la question des chroniques de fouilles, donc d'une base de données à une revue numérique. Ensuite, nous allons vraiment parler du dépôt de données numériques liées aux publications, donc le lien entre Gallia et Nakala. Et enfin, considérer l'ensemble de la production de Gallia et de ses revues, comme tu disais, Bulle corollaire, revues sœurs pour Adelphi, considérer tout ça comme une grande base de données bibliographique. D'une base de données à une revue numérique. Au début, Albert Bonnier, quand il parle de ces matériaux-là bruts et de leur réutilisation, en fait, il parle d'une section spécifique au sein des volumes de Gallia qui juxtapose en fait des articles de synthèse classiques qu'on continue à publier aujourd'hui, avec une section appelée Information, qui sont en fait des remontées de chroniques de fouilles par des correspondants locaux au sein des circonscriptions des antiquités préhistoriques et historiques, ancêtres des services régionaux de l'archéologie, au sein des TRAC aujourd'hui, qui donnaient les résultats des fouilles de terrain qui se faisaient à l'année N+1. Donc c'est de ça dont il parlait, dans la juxtaposition finalement, dans les pages de Gallia, de deux temps de la recherche archéologique, les articles, des synthèses distanciées sur les données de terrain, et puis ces informations qui permettaient de diffuser rapidement des premiers matériaux ici du terrain portés à la connaissance de la communauté des archéologues et du grand public. Au milieu des années 80, face à l'inflation des opérations de terrain, et notamment des opérations d'archéologie préventive, cette section information est sortie des volumes originels de Gallia pour créer une nouvelle revue qui s'appelle Gallia Information. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, après 10 ans d'existence à peu près, cette revue papier devient une base de données sur CD-ROM. Et dans l'éditorial du premier CD-ROM, on voit écrit que Gallia Information était déjà une base de données statique dans sa formule papier. Et l'objectif de ce CD-ROM est d'améliorer cet outil de travail pour interroger la base en croisant temps, lieu et sujet. Donc la première transition numérique de cette revue-là, c'est pour passer d'une revue papier à une base de données. C'est CD-ROM qui était une base de données FileMaker qui appelait des PDF en arrière-plan. Et l'intérêt majeur, c'est de pouvoir faire des recherches multicritères. Ce CD-ROM ne dure pas très longtemps et difficile à maintenir comme format numérique, et ses contenus sont récupérés et augmentés, basculés sur un site web hébergé par la maison René Gilbès, Archéologie et Ethnologie à Nanterre, ancêtre de la MSH Monde, qui reprend ces contenus-là, et aussi qui croise avec le ministère de la Culture le contenu qu'on retrouve dans les bilans scientifiques régionaux. Cette interface-là aussi a une durée de vie d'une petite dizaine d'années, parce que finalement, difficile à maintenir de façon informatique, l'ensemble de ce contenu, enfin à peu près l'ensemble de ce contenu, il y a eu pas mal de pertes, est basculé à ce moment-là sur Open Edition Journal, revue.org à l'époque. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir, je trouve, ce passage-là entre une revue papier, sa transition numérique, c'est pour devenir une base de données en ligne, et qui finalement, aujourd'hui, est redevenue une revue numérique. Donc une histoire relativement longue, mais qui montre que la bascule aujourd'hui pour Open Edition Journal, elle s'est faite plutôt par nécessité technique, un peu par défaut, de se décharger de l'infrastructure informatique. Mais ce qui fondait le passage au numérique pour les chroniques de fouilles, c'était de pouvoir faire des recherches multicritères. Alors qu'aujourd'hui, bien qu'en ligne, le numérique avec une indexation, on ne peut plus croiser les recherches par les différents index, lieux, sujets, chronologie. Le choix qui a été fait de l'équipe éditoriale de Gallia aujourd'hui, c'est de rester sur l'idée d'une publication numérique sur Open Edition Journal, ADFI, donc Archéologie de la France Information, le changement de nom date du site web, se dire que ces chroniques de fouilles ne sont pas des éléments d'une base de données sur CD-ROM ou en ligne, sont des publications, des formes de publications minimales en archéologie, et qu'elles méritent d'exister dans cet écosystème de revues en ligne. Mais par contre,
il y a une nécessité de structurer particulièrement ces notices d'opérations archéologiques pour qu'elles soient véritablement efficientes. Parce que sur Open Edition, à cette époque de mise en ligne, les métadonnées sont très simples, auteur, titre, etc. Et tout ce qui fait la richesse d'une notice d'opération, la date d'opération en particulier, qui a fouillé, qui a écrit la notice, quel est l'organisme qui a porté l'opération, quel type d'opération, etc., étaient des métadonnées qui n'existaient. Donc un gros travail a été fourni, c'est ce qui a été euh, introduit par Bull, de la formalisation au format XML d'une notice d'opération archéologique avec toutes ces métadonnées spécifiques, format de notice qui pouvait être aussi traduit par Open Edition Journal, évidemment. Donc ce travail a permis de créer une nouvelle unité éditoriale, la notice archéologique, qui, elle, vous voyez ici, deux notices avant, après, qui permettent de retranscrire cet ensemble de métadonnées spécifiques à l'archéologie dans le cadre des notices d'opération. Donc, cet exemple-là montre le passage d'une sorte de base de données à une revue en ligne, mais que le travail s'est porté sur l'enrichissement des métadonnées. Cette indexation, avec une indexation particulièrement riche et contrôlée, on y reviendra plus tard, qui s'appuie sur des thésaurus multilingues, le thésaurus Pactolus, qui permet de finalement utiliser ce type de publication comme une publication pivot, des textes courts, mais qui permettent d'articuler, par exemple, une navigation par lieu. Vous voyez un exemple ici, si on clique sur la commune de Corseul, on arrive sur toutes les notices d'opération sur Adelphi qui se passent à Corseul, et on voit l'identifiant arc de ce concept dans le thésaurus Pactolus, qui nous permet de rebondir sur le thésaurus, et puis ensuite de rebondir sur toutes les publications, articles, monographies, qui sont indexés de la même façon dans le catalogue du réseau Fantique. Ou, autre élément, à l'inverse, on va dire, dans le flux de publications, le lien avec le rapport d'opération PDF mis en ligne, quand il existe, mis à disposition par les services régionaux de l'archéologie. C'est le cas pour la Bretagne en particulier. Donc voilà un exemple de cette articulation un peu, de cette navigation dans l'histoire de la revue entre déjà des éléments de données dès l'origine, en 1943, qui ont navigué entre bases de données, revues numériques, etc. Maintenant, le vrai cœur de la présentation, c'est le dépôt de données numériques liées aux publications. Et là, nous allons parler de Gallia. Donc, j'ai rapidement montré ce schéma tout à l'heure, on y revient un peu plus précisément. Je ne vais pas aller dans le détail, mais la construction des fichiers de publication de Gallia et aussi des chroniques d'opération avec Adelphi se fait grâce à des fichiers pivot en XML TEI, donc grâce à la chaîne de l'infrastructure METOP à Caen, qui nous permettent d'avoir une publication semi-automatique pour la mise en maquette InDesign pour la publication papier, et avec le même fichier, avec un script de transformation pour la publication en ligne sur Open Edition Journal. Donc ce flux-là, et c'est un peu l'originalité de la revue Gallia, nous avons ajouté là-dessus la publication de données associées à ces publications, documents qui sont déposés sur l'entrepôt Nakala, service de l'IR humaine. L'ensemble crée un ensemble assez cohérent où l'ensemble est identifié par des DOI, moissonnés, articles et données, notamment par des moteurs de recherche spécialisés comme Isidore. On va revenir dans le détail sur plusieurs de ces points. De quoi parle-t-on comme données? De choses finalement assez simples. Ce sont des documents PDF qui sont des sortes d'index documentaires, des images, des graphiques, des tableurs, essentiellement ce genre de choses-là. Parce que quels étaient les besoins de la revue? Je pourrais vous parler, ça a été évoqué, la science ouverte, la mise à disposition des données, etc. Alors c'est ça, mais finalement c'est des choses beaucoup plus triviales au départ pour la revue. C'est d'abord des contraintes d'équilibre dans les volumes papier. C'est particulièrement le cas pour les catalogues et les planches. Quand on publie un article sur, par exemple, le mobilier en cuir, ici
une fouille à Reims. L'article est relativement court, une dizaine de pages, mais par contre, le catalogue des objets en cuir et peau qui est nécessaire pour asseoir la réflexion de l'article, lui, fait une centaine de pages. Tout ça, donc déjà un gros déséquilibre entre l'article et le catalogue associé, et puis déséquilibre entre cet article-là au sein du volume, qui va prendre une place énorme dans l'équilibre général, et puis ça fait des volumes papier imprimés énormes. Donc on a décidé de dissocier le catalogue, qui est en fait exactement pareil que l'article, dans sa mise en page, dans le travail éditorial qu'il demande, mais il est exclusivement mis en ligne. En profitant de cette mise en ligne pour, en plus de mettre à disposition le PDF du catalogue maquetté, de mettre à disposition au format numérique haute définition de l'ensemble des planches de mobilité. Autre élément, c'est des formats de publication imprimés ou même numériques qui ne sont pas vraiment adaptés. C'est le cas par exemple des tableaux ou des modèles 3D évidemment. Les tableaux, pour le format papier, c'est un peu la même chose. On passe un temps fou à mettre en page sur InDesign des tableaux à l'italienne qui prennent des pages et des pages, dans des polices de caractères qui descendent à 3 à 4, qui deviennent illisibles pour que ça rentre dans un format A4. Ça, c'est pour le papier. Et pour le numérique, avec la chaîne Metop et de toute façon sur ce qu'accepte l'Odel pour la publication sur Open Edition Journal, les grands tableaux, on est obligé de les transformer en images, mais c'est totalement illisible aussi. Donc on s'est dit, à quoi ça sert de faire ça? D'une part, de mettre à disposition des tableaux figés qui sont à la place au départ des tableurs, qu'on a mis en page de cette façon-là, et qui de toute façon ne sont pas rendus à leur juste intérêt dans la mise en ligne et dans le papier. Donc, le choix que nous faisons à ce moment-là, c'est de ne publier dans la version papier que les résultats graphiques d'analyse des données et de mettre à disposition en ligne les tableurs dans leur format natif, qui sont le jeu de données qui a permis de construire ces figurations dans l'article. Et le cas des modèles 3D, évidemment, qui n'existeront pas dans la version papier, qui ne sont pas encore un cas qu'on a totalement résolu aujourd'hui, mais c'est une réflexion aussi pour ce type de dépôt qui n'existe pour l'instant pas pour les publications comme Gaïa ou les publications d'archéologie. Autre élément important pour nous, c'est la paternité du jeu de données, la paternité de ces données associées soit un peu mieux définie. Parce que finalement, on se retrouvait souvent avec des auteurs d'articles, avec un jeu de données associé, mais l'auteur de l'article n'est pas forcément toujours l'auteur du jeu de données. Et souvent, on a un auteur ou des auteurs pour l'article, et puis une ribambelle de collaborateurs, qui sont souvent ceux justement qui ont collectivement construit le jeu de données qui a permis de construire l'article. Et d'une certaine façon, ce flou un peu artistique dans la façon de nommer les autorités au niveau de l'article, publié par ailleurs en ligne sur un autre enclos de données, les données séparées de l'article, ça permet de mieux définir et de mieux rendre la paternité de la construction de cet ensemble d'éléments. Autre élément important, c'est évidemment la pérennité et la citabilité des objets numériques, ce qui nous permet donc Nacala par l'attribution de DOI, parce que jusqu'à présent, il y avait plein de tentatives de dépôt en ligne sur des sites web avec des URL qui disparaissaient au fur et à mesure, et où les données, dont les URL étaient données par exemple sur le volume papier, quand on les recherche aujourd'hui, n'existent plus. Donc ça, c'est une nécessité qui était pour nous la revue, qui est maintenant résolu grâce aux entrepôts de données. Autre point très important pour nous, c'était que les jeux de données déposés soient eurodatés et figés. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est qu'on ne publie pas les données de la recherche. En général, on publie les données d'une recherche qui font l'objet de la publication. La publication, elle, est datée, elle a une date de publication, elle est un état de la recherche à un moment donné qui est rendu public. Et le jeu de données, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que le jeu de données doit être celui qui est déposé, doit être celui qui a permis de construire l'article. Par exemple, nous avons eu un cas sur les bases une base d'un jeu de données sur une enquête sur les fours à pain dans les Gaules et les Germanies, où l'auteur avait lui-même mis en ligne sur GitHub sa base de données évolutive, au fur et à mesure
de son travail qui était abondé et amélioré. Et en fait, on s'est dit, non, nous, on a besoin de redéposer le moment figé de cette base-là sur Nakala pour pas qu'il y ait de différence dans la lecture de l'article par rapport au jeu de données associé. Si on dit que ce travail s'est fait sur la base, je ne sais pas, de 200 fours à pain découverts en Europe de l'Ouest, une fois qu'on accède aux données en ligne, que d'un coup, il n'y ait pas 500 fours à pain et qu'on ne sache plus ce qui a été pris en compte ou pas pris en compte. Ce serait le cas vraiment pour les modèles 3D, de la même façon que si on dit que tel enduit de pain est de telle couleur, que si on va en ligne, finalement, ça a changé par rapport à l'article, c'est la couleur. Voilà, qu'on garde cette cohérence-là. Donc, le jeu de données doit être finalement figé. Qui fait quoi dans tous ces éléments-là? Donc, acteur et chronologie dans le processus de le point de départ, c'est le comité de rédaction. C'est ça qui est aussi assez intéressant maintenant qu'on a mis en place ce système en utilisant un entrepôt de données pour des données numériques associées aux articles, c'est que le comité de rédaction, quand il reçoit des propositions, les évalue et en fonction de ces nouveaux outils pour la revue. Par exemple, un article va arriver, il va dire « Ok, l'article est intéressant, mais pour asseoir le propos, il faut que le catalogue de sépulture, le catalogue de monnaie, etc. soit publié en même temps que l'article et publié en ligne. » À l'inverse, on reçoit des fois des jeux de données qui ne sont pas utiles à la compréhension et à l'argumentation de l'article et qui sont rejetés, ou des fois quelque chose un peu entre deux. On reçoit beaucoup d'articles qui sont un peu des copier-coller de rapports d'opération où il y a dans l'argumentation de l'article beaucoup de descriptions, d'unités stratigraphiques, etc., qui noient un peu le propos. Et dans les recommandations du comité de rédaction, il y a des fois la demande d'extirper tous ces éléments-là pour les mettre en annexe, finalement, et de se concentrer sur vraiment juste l'argumentaire dans l'article, ce qui permet d'une façon d'avoir cet ensemble de possibilités techniques, aussi d'un peu de réfléchir chez Gallia de qu'est-ce qu'un article d'archéologie, en fait, aujourd'hui. Donc, il y a ces différents cas de figure, et nous, éditeurs et chargés de documentaire, sommes là pour les comités, et on réfléchit ensemble avec le comité de comment mettre en place techniquement ces éléments. L'auteur fait son travail de retravail sur le texte, retravail sur les annexes, et nous, on est en contact avec lui pour l'orienter sur les formats, etc. Et il y a un travail éditorial, comme pour l'article, qui est fait sur les données, de vérification orthographique, de cohérence, de reprise de l'organisation des fois des données pour qu'elles soient exploitables en ligne, etc., etc. Donc un travail vraiment à la fois de chargé de ressources documentaires et d'édition. Sur Nakala, le dépôt n'est pas fait par l'auteur. C'est la revue qui fait le dépôt sur Nakala. Et l'auteur est crédité comme auteur. Donc c'est vraiment les données en ligne sont une partie de la publication. On ne demande pas à l'auteur dans son coin d'aller déposer et de faire le lien avec son dépôt. C'est la revue qui publie les données et qui crédite l'auteur, comme on le fait sur la publication papier pour un article. L'ensemble de l'équipe éditoriale, de façon personnelle, en son nom, a des droits d'édition sur la donnée. Et l'auteur de la donnée, s'il le souhaite, peut avoir un accès en lecture pour voir l'évolution du dépôt de cette donnée avant sa mise à disposition publique. Donc voilà comment se fait cette articulation-là. Et je vais revenir sur comment on lit les données avec les articles. Et là, ça se passe essentiellement sur ce qu'on voit en bas de ce graphique-là, sur notamment l'indexation. Nous avons un système d'indexation, donc liaison métadonnées, publication et données par les métadonnées. J'ai distingué de façon un peu bizarre, mais vous allez comprendre, métadonnées d'indexation et métadonnées de relation. Métadonnées d'indexation, c'est tout ce qui va être indexation chronologique, thématique et géographique, qui vont être les mêmes pour l'article et pour les publications de leurs données associées sur Nakala. Pour les articles, nous associons au Thesaurus Pactol, qui est créé et géré par le GDS Frantic, et dont les outils d'interrogation de l'API ont été mis en place
travail entre les équipes de Metop et de Frontic. Dans le travail sur nos fichiers XML, nous avons la possibilité d'interroger le thésaurus pour indexer de façon la thématique, la chronologie et les lieux de cet article-là. Donc, vous voyez un exemple ici avec fromage qui, après l'interrogation de l'API, nous permet de faire venir, c'est ce qui est encadré ici, l'identifiant arc du concept, et vous le voyez en dessous, toute la hiérarchie ascendante du concept qui fait partie d'aliments, etc., etc., et toutes les langues de ce concept. Ce thésaurus est pris en compte, par exemple, par Isidore et donc par Nakala aussi, qui nous permet, quand on dépose des données, une autocomplétion dans Nakala des différents mots-clés qui font référence au thésaurus Paptos. Donc, qui nous permettent d'avoir une indexation commune entre données et articles. C'est pour ça que je parle de liaison de métadonnées d'indexation dans le sens de cette indexation profonde de chaque élément. Donc, une indexation hiérarchique et multilingue, thématique, chronologique et géographique. Ce que ne nous permet pas, par contre, Nakala, c'est que pour les publications numériques XML qui interrogent l'API, en un clic, nous avons toutes les langues qui arrivent et toute la hiérarchie ascendante d'un concept. Pour Nakala, il faut tout taper à la main dans toutes les langues. Mais je sais qu'il y a des projets de ce type là pour que le même système d'import automatique puisse être fait sur Nakala. Tout ce travail-là est le travail du secrétariat de rédaction. Ce n'est pas le travail qu'on demande aux autres. Autre élément dans Nakala, c'est les métadonnées spécifiques de relation. Donc, dire que telle donnée dans Nakala est liée à une publication, donc c'est la métadonnée est une partie 2, où nous mettons le rythme de la publication en ligne. Autre élément, quand il y a plusieurs données qui sont complémentaires les unes des autres, dans Nakala, des relations du type cette donnée est continuée par, cette donnée continue telle donnée, etc., etc. Et autre élément de relation, la revue Gallia dispose d'une collection exhaustive de ces publications sur l'archive ouverte HAL. Et dans le cadre de cette collection et de ces notices-là, nous rajoutons ici aussi, dans les métadonnées données associées, les DOI de chaque donnée liée aux articles en question. Donc tout ce travail-là est pris en charge par le secrétariat de rédaction. À l'inverse, comment est fait le lien depuis Open Edition Journal vers les données de Nakala? On ne pointe pas en fait finalement vers Nakala directement. Donc pour ceux qui ont suivi, qui vont voir, je vous invite à le faire, la séance du projet Commons de décembre dernier dans les lundis numériques. Ils avaient fait un peu un sondage de qui parle de Nakala sur Open Edition, toutes les plateformes. Et en fait, nous, on ne sortait pas dedans. Alors que, vous voyez, on l'utilise vraiment, mais parce qu'on ne mentionne jamais Nakala. Parce que finalement, on renvoie, vous voyez ici, une inclusion en parlant d'annexe numérique qui renvoie vers le site de la revue, je vais en parler tout de suite, où on liste les différentes annexes liées à cet article-là, mais sans parler de Nakala. Pourquoi on ne parle pas de Nakala? Parce que finalement, on s'est dit que c'était de la tambouille technique à l'intérieur du secrétariat de rédaction, mais que ça commençait à être un peu compliqué pour les lecteurs de se dire ok, Gallia en ligne, c'est une partie sur Percé, une partie sur Open Edition. Quand c'est des données associées, c'est sur Nakala. On s'est dit que tout cet éparpillement-là était un peu compliqué à comprendre. Et on s'est dit, et c'est un peu peut-être paradoxal, qu'il fallait qu'on recrée quelque chose de supplémentaire, mais pour faire la cohérence entre tout ça. Cet nouvel objet, c'est un site web dédié à la revue qui permet de réarticuler l'ensemble de ces choses-là. Donc, quand on est sur un article de Gallia en ligne, on ne renvoie pas vers Nakala, mais on renvoie vers le site web de la revue. Ce site web, donc gallia.cnrs.fr, il a été essentiellement fait pour accueillir justement cette contextualisation des données liées aux articles. On s'en sert pour présenter la revue, c'est un peu un site de vitrine, on fait des choses que ne nous permet pas d'avoir d'édition, des sommaires cartographiques pour les dossiers thématiques, ce genre de choses.
mais essentiellement ce qui s'appelle sur le site Annexe documentaire, qui sont ces fameuses données déposées dans la cale. Ce qu'on fait finalement est relativement simple. Le lien qui est sur Open Edition Journal renvoie vers cette page générale, et vous voyez ici, c'est une ancienne capture, qui dit que cette annexe-là sera disponible en novembre 2022. Mais en fait, ce qu'on devrait faire, en effet, c'est pointer vers Nakala, peut-être sur Open Edition, mais dans la chronologie du travail éditorial, on n'arrive jamais, dans le timing, à publier de façon concomitante un article et ses annexes numériques. Donc c'est un peu un subterfuge de notre part de pointer vers le site en ligne, où en fait, après, on envoie vers une page qui dit oui, vous êtes au bon endroit, mais c'est toujours pas là, attendez un petit peu. Et puis là, c'est novembre 2022, mais quand on n'a pas réussi en novembre 2022, on change, on met décembre 2022, etc. Donc c'est un peu un subterfuge de notre part pour ne pas avoir à réintervenir sur la publication sur Open Edition Journal. Elle sera toujours valable durant le site, mais d'avoir ce temps pour pouvoir traiter les annexes. On n'a encore pas réussi à avoir cette concomitance dans les publications. Et qu'est-ce qu'on présente sur chaque page d'annexe? On reprend le lien vers l'article, le résumé, et on contextualise ces annexes-là en permettant ou de télécharger directement les données natives, tableaux, PDF, etc., ou d'aller la voir directement sur Nakala. Donc, quand c'est des PDF, les télécharger, les visualiser en ligne. Quand c'est des tableaux au format CSV, on utilise les systèmes les visionneurs proposés par Nakala. Et c'est à cette échelle-là que se voit aussi le lien avec Nakala, vous voyez ici pour les données, qui ne sont pas visibles sur Open Edition Journal. Donc voilà comment on fonctionne. Et enfin, tout cet ensemble-là de notices archéologiques, de données, de fouilles de terrain avec Archéologie de la Fondation, ADFI, le dépôt de données sur Nakala, les publications de Galia sur Open Edition Journal. On se dit que tout cet ensemble-là éparpillé dans un site vitrine qui permet d'assembler tout ça, mais qui est une coquille vide, qui renvoie vers des choses à l'extérieur. Tout ça est compréhensible au niveau infrastructure technique, de moissonnage, d'identifiant pérenne, etc. Mais finalement, on n'a toujours pas là-dedans la possibilité d'une recherche multicritère à l'échelle d'une revue et à l'échelle des revues entre elles. Pour ça qu'est née, en plus de cela, la nécessité pour nous de construire une base de données interrevue. Alors interrevue dans le sens Galia, Archéologie des Gaules, ADFI, mais un système qui lie aussi les données des publications de Galia Préhistoire et qui pourrait agréger d'autres publications en archéologie. Dans sa structure, il n'y a pas de problème là-dessus. Et là, pouvoir faire des recherches multiples. Parce que, par exemple, l'adaptation qui a été faite par rapport à la création d'une nouvelle unité éditoriale pour l'archéologie sur Open Edition Journal, la traduction des pactols dans l'indexation sur Open Edition Journal, tout ça fonctionne. Alors à plat, on n'a pas la hiérarchie du thésaurus, mais on ne pourra pas, dans Open Edition Search qui existe, qui permet de faire des recherches multicritères sur des métadonnées de base, date de publication, auteur, etc. Aller dans les métadonnées spécifiques liées à l'archéologie, ce n'est pas possible. Donc, on cherche des modalités d'interrogation plus fines, spécifiques à l'archéologie. Donc, ce que nous avons fait, nous avons profité de la structuration des notices faites pour la collection sur HAL, pour après la moissonner, pour alimenter une base de données sur Eurist, qui est un service tiers mis à disposition aussi par l'infrastructure de recherche humaine. Et donc, cette base de données nous permet d'aller beaucoup plus loin, notamment par la géolocalisation de l'ensemble des publications de Galia, Galia Préhistoire et ADFI. Donc, toutes les publications sont géolocalisées et après permettent d'aller directement sur chaque publication en ligne. Donc ça, c'est à la fois pour proposer à terme, là ce que je vous montre là n'existe pas de façon publique, c'est des interfaces de travail, permet de proposer in fine au lecteur une nouvelle interface de recherche pour accéder aux publications, notamment par la cartographie, mais aussi nous permet, nous, d'avoir des outils statistiques aussi. Où est-ce que sur quelle zone géographique
la revue s'est concentrée, etc., dans le temps. Pareil sur quelles affiliations d'auteurs, quelles relations entre laboratoires, qui écrit avec qui a écrit à un moment donné, qui écrit aujourd'hui, voir l'évolution sur 80 ans de publication d'une revue à l'échelle nationale qui a évolué en même temps qu'évolue la structuration de la discipline finalement sur 80 ans à l'échelle de la France. Les relations d'auteur-auteur, qui écrit avec qui, etc., etc. Et c'est pour ça qu'on a besoin à l'échelle de chaque donnée, de chaque publication, chronique et publication de la revue, d'avoir cette accroche avec des identifiants spécifiques, notamment avec le thésaurus, pour désambiguïser les auteurs, pouvoir interroger chaque branche thématique, chronologique, etc., dans cette base de données. Ce qui nous permet, par exemple, de faire quelques exports pour savoir le nombre de pages publiées, où ça a été publié, combien d'auteurs, et même des choses sur la structure de la revue, notamment, par exemple, l'évolution de la composition du comité éditorial. Où on voit les arrivées, les départs, donc ça c'est en fouillant les ours de la revue, où on voit par exemple que dans une revue créée en 1943, la première femme qui arrive dans le comité c'est en 1992, et encore aujourd'hui, c'est une répartition 70-30 dans le comité. Et donc voilà, ça nous permet d'avoir ces éléments-là qui existent, mais qui sont difficilement exploitables en l'état actuel, et que cette base de données essaye de formaliser et mettra à disposition à la fois pour interroger l'accès au contenu des publications, mais pour interroger aussi la politique éditoriale de la revue. Un autre exemple d'export de la base de données par rapport aux chroniques de fouilles d'archéologie de la France Information, ce qui nous permet, par exemple, de reconstituer une intensité des recherches archéologiques de terrain pour des années où, au ministère de la Culture, donc, il n'existe aucune base de ce type, évidemment, par exemple, des années 40 aux années 80. Donc ici, un exemple avec les Pays de la Loire et puis la Bourgogne-Franche-Comté. Donc voilà un petit peu ce que je comptais vous montrer aujourd'hui. Cette articulation entre ce qui est de l'ordre de la donnée, de la publication, des publications d'articles, des publications de chroniques de fouilles, et comment on essaye, à la fois dans l'indexation et dans les relations de données, bases de données en ligne, de réarticuler ça pour que ce soit interrogeable de façon un peu intelligente et utile pour l'ensemble des lecteurs. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette présentation. Alors, j'invite ceux parmi vous qui souhaitent poser des questions à les poser via les questions-réponses du chat. En attendant qu'elles arrivent, je vais prendre le temps de poser les miennes. Alors, moi, je trouve que par rapport au volume de l'équipe, vous n'êtes que deux, c'est un travail exemplaire en termes de volume d'activité, nombre de tâches accomplies. Et je me demandais, notamment pour cette question du dépôt des données dans Nacala, comment vous gérez quand des auteurs ont déjà fait ce travail de dépôt eux-mêmes de leurs données, parce que ça doit se produire quand même maintenant. Est-ce que vous mettez une coparentalité, enfin une copaternité sur ces données? Et puis, j'ai l'impression que vous les mettez en forme. Comment ça se passe? Oui. Alors, ça ne nous est jamais arrivé qu'il y ait déjà un dépôt sur Nacala. Ce qui est arrivé, c'est ce que je montrais avec GitHub, c'est qu'il y avait une mise à disposition d'une base de données en ligne. Et nous, on a fait le travail de dépôt dans Nacala, où on a mentionné la donnée sur GitHub, mais parce que l'auteur proposait de contribuer à l'alimenter. Donc, il y avait cette dimension-là en plus. Nous, on a géré seulement la base de données sur Nacala. Alors, c'est jamais arrivé. Est-ce que ça arrivera? Peut-être pas, finalement. C'est un peu comme si quelqu'un avait déjà déposé quelque chose en ligne. Ce serait une forme de préprint, en fait, de données, comme il y a un préprint pour les articles, avant l'intervention de l'équipe éditoriale, où il y a cette intervention, en effet, finalement profonde. On ne va pas tout recalculer. Quand c'était une donnée, l'exemple du graphique avec le tableur, c'était des données de 2014, mais au moins harmoniser contenu. Souvent, on a des tableurs sur Excel avec des fusions de cellules. On va réorganiser en colonne, en ligne pour pouvoir proposer des CSV.
pour justement avoir des visualisateurs de Macala après en ligne. Donc, tout ce travail à la fois sur les formats et de vérification, de correction aussi orthotypaux à l'intérieur des tableaux notamment. Tout ce travail-là est fait notamment par Raphaël, hein, l'éditrice. Moi, je suis plus là pour le côté infrastructure numérique. Donc, c'est un gros travail, oui. Pour l'instant, je ne sais plus combien il y a de dépôts de données vraiment. C'est au fur et à mesure. On n'est pas. C'est un peu le début, c'est depuis 2020. Là, ça. On sent que maintenant ça commence à faire appel d'air un peu, parce que les auteurs cherchent ce type finalement de choses-là. Si d'un coup tout arrive avec plein des jeux de données, tout ça, peut-être qu'on va être submergé. Pour l'instant, on arrive à le gérer. Mais c'est vrai que c'est beaucoup de travail, surtout pour l'éditrice. Je veux dire, finalement, avec l'information, vous êtes à la limite d'un data papers, tout simplement. Oui. Enfin, tout simplement. Oui. Donc, on en manque, donc c'est une bonne nouvelle. Et donc, de fait, on pourrait imaginer que des auteurs vous proposent des papiers avec des sets de données déjà préparés. Pour Adelphi, là, Ouais. c'est en train de se construire, mais pas à l'échelle des auteurs. En fait, c'est ces publications-là, aujourd'hui, donc il y a le passif qui est, en fait, l'idée d'Adelphi, c'est de réaligner l'ensemble de la publication depuis 1943, peu importe leur matérialité existante, papier, CD-ROM, site en ligne, etc., au format XML, de mettre en ligne tout ce continuum de publication. Et le présent, qu'est-ce qui sont nos sources de publication pour le présent? Ce sont les bilans scientifiques publiés par les services régionaux d'archéologie. Et certains services ne font plus ces publications-là, nous envoient des notices seulement pour Adelphi. Donc, ce n'est pas que de la rétroconversion, maintenant il y a ce système de publication. Et finalement, c'est eux qui font ce travail éditorial d'une certaine façon. Et de plus en plus, on est dans ce système-là où c'est nous qui le formons à comment structurer la donnée pour nous l'envoyer. Et qui profitent parce que sinon c'est un peu de temps perdu en fait. Ils font leur VSR, ils nous envoient à nous, on reformalise tout ça. On essaye de remonter la chaîne pour avoir quelque chose de plus efficient. Donc finalement, de plus en plus, on va vers quelque chose. S'ils veulent publier des VSR papier, on va vers ce qu'on fait avec Galia, c'est-à-dire qu'on va formaliser en amont des notices en XML et on va peut-être le faire nous, mais ils auront une sortie semi-automatique pour le papier aussi. Donc on est en train de revoir toutes ces relations-là aussi avec les services régionaux. Ça marche. Alors, il y a deux petites questions qui viennent d'arriver. Combien êtes-vous? Ils sont deux. Oui. Deux seulement. Et avez-vous une évolution du fait des possibilités ouvertes de la manière d'écrire des papiers? Est-ce que vous avez l'impression que ça, toi et Raphaël, que ça fait évoluer la façon de la pratique finalement de la publication archéologique? C'est un peu trop récent. Il y a quelques cas. Alors on a les cas de gens qui viennent vers nous, mais c'est assez récent. Je vous parle de trucs, ça peut faire une semaine. J'ai un cas en tête. Les gens, c'est super, on n'a jamais publié ce papier-là parce que tout le monde le refuse, parce qu'on a un catalogue de sépultures énorme. Et en fait, on ne veut pas réinjecter des éléments de ce catalogue-là pour faire un énorme article. On veut pointer sur des éléments très spécifiques. Donc, on a ce côté-là, quelqu'un qui attend depuis un bout de temps d'arriver, de donner un papier, on ne lui dit pas non, le catalogue, on ne veut pas, mais du coup, ça a plus l'article est difficilement tenable. Donc, il y a ce truc-là où on ne considère pas que, même si c'est ça, on va le revoir, ça s'appelle annexe documentaire, ce n'est pas des annexes, c'est nécessaire à la publication, ce n'est pas subalterne. Donc il y a ces éléments-là qui nous arrivent, où on sent que des gens ont réfléchi à cette articulation-là, et viennent vers nous parce qu'il y a les outils qui permettent de. Et pour l'instant, c'est encore trop tôt, mais c'est ce que j'évoquais, c'est on sent qu'il y a les auteurs ont eu peu de temps, en fait, souvent des responsables d'opération dans le préventif, qui ont peu de temps pour écrire leur papier, qui jonglent de fouille en fouille, de diagnostic en diagnostic et qui font leur rapport d'opération. Il y a beaucoup de copier-coller qui mêlent beaucoup de choses descriptives et tout ça. Et en fait, maintenant, on ose leur dire trouver une façon autre. Mais ce n'est pas juste trouver une façon autre, c'est que le comité de rédaction accompagne les auteurs quand il y a ce cas de figure. Pour aussi, eux, voir comment on peut finalement faire, parce que c'est un peu nouveau. Donc, il y a une forme de tutorat qui se fait entre un membre du comité de rédaction et un auteur,
pour arriver à démêler tout ça et comment savoir arriver à expurger des éléments pour en faire des documents en ligne. Donc c'est en train de se construire petit à petit. Et peut-être qu'au fur et à mesure, de la même façon qu'il y aura une formalisation pour les data papers, des choses comme ça, dans nos recommandations aux auteurs, il y aura peut-être quelques lignes sur comment articuler en fait ce qui est de l'ordre de la publication, ce qui est de l'ordre de la donnée mise en ligne. Mais c'est encore trop récent pour avoir vraiment quelque chose de clair. On construit les choses en fonction des besoins qui nous arrivent. Oui, c'est de l'impression qu'on va avoir une montée en qualité finalement de la réflexion dans les publications. Vas-y. Moi, c'était par rapport aux usages. Donc, voilà, il y a les auteurs d'un côté, mais il y a les lecteurs, Oui. et les usagers. Est-ce que là, vous avez des retours sur la façon dont ce que vous mettez à disposition, la façon dont vous travaillez, c'est reçu, utilisé? Non. Non. Alors déjà, il peut y avoir le retour des auteurs. Et en fait, on en a peu aussi. Quand c'est nous qui sommes force de proposition au départ, pour dire on va faire comme si, on pense que c'est bien de faire comme ça, mais ils nous disent grosso modo, pour l'instant, c'était bon, faites ce que vous voulez, nous sommes là, de toute façon, tant que la publication sort. Après, on n'a pas trop de retours sur rien que pour par les autres. Et après, finalement, non. Et pour l'instant, on a peu vu de choses, à part des citations pour des choses très classiques, comme du fromage, où c'est des annexes PDF qui auraient été dans le papier, c'est le fromage dans les textes, le fromage dans les images, etc. Ou ça, on l'a vu cité en biblio. Mais la réutilisation, par exemple, d'un jeu de données, d'un tableur qu'on aurait mis sur Nakala et qu'on aurait vu citer en faisant appel à ça, pour l'instant, on l'a toujours pas vu. Donc non, on a peu de... On s'est dit que c'était intelligent de structurer comme ça. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de prise sur sa réutilisation, et s'il y en a une, vraiment. Mais en tout cas, c'est à disposition. C'est peut-être un problème d'indexation de la réutilisation, non? C'est pas ça? De la citation du remploi? Peut-être la citation du remploi, oui. Peut-être qu'avec Commons, ils vont travailler aussi à mieux identifier ce qui vient de la Nakala et qui réapparaîtrait de manière sérielle. C'est ça, et aussi, bon, nous, on essaye de renseigner là partout où on pouvait les interrelations, de renvoi vers les DOI réciproques. Mais après, dans notre site, c'est une coquille vide qui renvoie vers les choses extérieures. Tout ça, peut-être, ce sera inutile. Justement, grâce au travail du projet Commons, à un moment donné, les articulations se feront directement dans les publications en ligne. On n'aura pas besoin, nous, d'avoir un site qui fait le lien entre tout ça. Donc ça, ce sera peut-être un moment abandonné. Et dans le cadre du projet Commons, notamment, cette circulation et cette réutilisation, la citation des annexes par rapport à la publication, enfin des documents, des données, peut-être la traçabilité sera plus facile. Et moi, j'avais une autre question, toujours sur les dépôts Nakala et le travail. Enfin, on comprend que les dépôts Nakala, ça vient du travail éditorial, puisque vous reprenez aussi les tableaux, mais il y a aussi le travail plus classique sur le texte. Et c'était quoi un peu les proportions de temps alloués pour... Finalement, sur Nakala, parce que moi, j'interviens, en plus de Raphaël, l'éditrice. Donc on va diviser par deux déjà. Et il y a un énorme travail qui est fait sur le texte. Raphaël fait un énorme travail sur le texte, sur la publication proprement dite. Donc finalement, c'est très marginal ce qu'on fait là. Surtout que maintenant, on a sur ce qui revient de façon qui revient quasiment tout le temps, on a notre protocole qui est fixé. Parce qu'en fait, à chaque fois, on disait, ah, ok, là, on a un tableau, comment va fonctionner. Là, on a des images, comment va fonctionner. Maintenant, tous ces cas de figure classiques qui reviennent tout le temps, on a notre protocole. Donc maintenant, on va relativement, je dirais que c'est 90% publication classique et puis 10% à deux sur le reste, sur l'ensemble du processus. Et l'application de la licence ouverte, enfin de la licence CC BY, ça se passe bien avec les auteurs, tant sur les données que sur l'article? C'est un sujet de négociation ou ça se fait Non, ce n'est pas un sujet de négociation. Alors, il peut y avoir les données, ils peuvent avoir une licence différente sur laquelle. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Ça pourrait éventuellement être le cas. Non, ça ne pose pas de questions. En fait,
c'est nous qui sommes accompagnateurs auprès des auteurs sur ces choses-là, on leur explique. Ils ne viennent pas avec des envies de blocage ou des choses comme ça. Au contraire, on leur explique les enjeux et c'est à peine contractualisé. Ça vient à peine d'être contractualisé. Parce qu'on est une situation un peu particulière, c'était une revue propre du CNRS, c'est plus le cas, mais on n'est pas une association qui signe les contrats et tout ça, donc c'est un truc qui vient de se mettre en place tout récemment. Il y a un contrat en fait, de façon très récente. Oui, effectivement, contractualiser avec les auteurs, c'est toujours mieux. Ouais. Alors, il n'y a pas de nouvelles questions dans le chat. Alors, de fait, encore merci Nicolas. Pas de rien. La prochaine séance aura lieu le 12 février et elle sera consacrée à la stratégie numérique culturelle du ministère de la Culture, comment mettre le numérique au service des politiques culturelles. Merci.